Ok, on en était ici, donc, bon voilà, on va définir ce que c'est qu'un point d'inflexion, mais j'espère que vous avez compris déjà ce qu'était un point d'inflexion de la courbe. C'est bien l'idée qu'à un moment donné, la courbe va s'infléchir. S'infléchir, ça veut dire en gros qu'elle va changer la courbure va changer. On va passer d'une courbure convexe à une courbure concave. D'accord? Donc c'est ça. Alors la définition, on va prendre grand A est un point d'inflexion de la courbe, CF, d'une fonction f, si CF traverse sa tangente en A. Donc on définit ça par rapport à la tangente. Je vous montre. Vous avez vu d'habitude quand j'ai une fonction, par exemple, on sait que quand on a une fonction qui est convexe, vous savez que la courbe va être entièrement au-dessus de sa tangente. D'accord? Ici. Quand on a une fonction concave, la courbe est entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes. Et donc à un moment donné, quand on passe de la convexité à la concavité, eh ben, ça veut dire que la tangente, elle devrait être un peu au-dessus et un peu en dessous. Autrement dit, elle va traverser la courbe. C'est par exemple, donc vous pouvez rajouter un petit schéma comme ça, un petit graphique, comme ça. Et ici, on va, alors là, je pense qu'il ne voit rien, il faut que j'abaisse encore. Ok, donc ici, voilà un changement. On peut peut-être le faire un petit peu plus. Là, on passe de convexe à concave. Et regardez la tangente. Regardez de ce côté, la tangente est en dessous de la courbe. Et de ce côté, la tangente est au-dessus de la courbe. Donc, on voit bien ici que ça crée un point particulier, une position particulière, où la tangente traverse la courbe qu'on appelle le point d'inflexion. C'est lui le point d'inflexion de la courbe. Ok? Bien. Donc le point d'inflexion, c'est quand on change de convexité. Quand on passe d'une fonction convexe à une fonction concave, ça crée un point d'inflexion pour la courbe. Quand on parle de point d'inflexion, on parle bien de la courbe, on ne parle pas de la fonction, puisqu'un point, c'est lié au graphique. Hein. Mais on peut se poser la question, finalement, quelle doit être la propriété de la fonction pour admettre un point d'inflexion? C'est-à-dire que si vous avez l'expression de la fonction, est-ce que vous allez prévoir, vous allez savoir quand est-ce qu'il y aura un point d'inflexion? On sait que la convexité ou la concavité est liée au signe de la dérivée seconde. Quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Et donc, regardez la phrase. Si on a une fonction qui est 2 fois dérivable sur un intervalle, lorsque sa dérivée seconde s'annule en changeant de signe, s'annuler en changeant de signe, ça veut dire que ma dérivée seconde, elle s'annule en changeant de signe, donc elle passe de plus à moins, ou elle passe de moins à plus. Et ça, s'annuler en changeant de signe. Dans ce cas-là, on aura un point d'inflexion au point, si c'est en petit a, là, ici, au point d'abscisse petit a. C'est pas plus dur que ça. Donc ça veut dire que vous saurez où il y a un point d'inflexion rien qu'en regardant le tableau de signe de la dérivée seconde. Ça va, c'est clair? Pas compliqué ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'on fera souvent des tableaux de signes et on se dit, ok, là on sait que sur l'intervalle, si vous avez ça, vous dites, sur l'intervalle moins l'infini a, la fonction est convexe, sur a plus l'infini, la fonction est concave, mais on sait aussi qu'en petit a, au point d'abscisse petit a, la courbe va admettre un point d'inflexion. Voilà ce qu'on peut dire. Bon. Rien de plus. Hein. Sur les points d'inflexion, on n'a rien de spécial à dire de plus. Il fallait bien le définir à un moment donné. Alors vous vous rappelez, si je reprends les petites capacités, la capacité 3, c'était démontrer des inégalités en utilisant la convexité d'une fonction. Donc là, on a juste, pour l'instant, on avait parlé de la convexité d'une fonction et on s'en était servi pour en fait pouvoir prévoir
si la croissance s'accélérait, si la croissance décélérait, etc., suivant si la fonction était convexe ou concave. Mais il y a aussi, on peut utiliser la convexité pour qu'on appelle les inégalités de convexité, donc pour trouver des petites inégalités, justement. Alors regardons cette première inégalité là. On a très très peu de cours à faire sur tout ça, on a surtout des exercices à faire. Mais il y a encore des petits savoir-faire, enfin en tout cas des petites choses à comprendre. Alors qu'est-ce qu'elle raconte, ces inégalités de convexité? Elle dit, si une fonction est convexe, alors pour tout couple AB réel, f de a plus b sur 2 est toujours inférieur ou égal à f de a plus f de b sur 2. Ça, c'est bien une inégalité. Et on est en train de dire que cette inégalité, elle est vraie quand la fonction est convexe. Pourquoi? Parce que c'est lié à la convexité, ça. Pour le voir, il faut vraiment le regarder. Il suffit de le représenter avec le cas d'une fonction convexe entre a et b. Donc par exemple, ici, vous avez... Je vais faire une fonction convexe. Je peux la faire croissante ou décroissante. Moi, je vais la faire croissante. Donc ici, entre a et b, la fonction est convexe, d'accord? Sur l'intervalle AB. Attention, je me suis un tout petit peu trompé, parce que là, j'ai dit convexe sur I et j'ai mis AB appartenant à R carré. Mais on est bien d'accord que si on est en train de parler sur I, ça veut dire qu'on est sur I carré. C'est pas R carré. Ça serait convexe sur R, ça marchait R carré. Donc c'est évidemment I carré. Il faut être sur l'intervalle sur laquelle la fonction est définie, sur laquelle elle est convexe. Donc vous changez le R carré en I carré. Hein, ça veut dire chacun des réels appartient à l'intervalle. Donc là, je suis sur un intervalle où la fonction est convexe. Donc, on est d'accord qu'ici, regardez, vous avez f de a. Et ici, on a f de b. Okay. On est en train de dire que l'image de a plus b sur 2, qu'est-ce que c'est que a plus b sur 2? C'est quoi a plus b sur 2? Juste a plus b sur 2. Par rapport à a et à b, oui. C'est la moyenne des deux. Pour des nombres qu'on a placés sur un axe, elle se trouve où la moyenne de deux nombres? La moyenne arithmétique de deux nombres, elle se trouve? Se place où? Il est où a plus b sur 2? Oui, mais où précisément? Oui. Ben, entre les deux, mais pas n'importe où. Hein. Au milieu, d'accord? Il est là, a plus b sur 2. C'est le nombre qui est à égale distance de a et de b, donc il est évidemment au milieu, comme ça. Où est l'image f de a plus b sur 2? Ben, f de a plus b sur 2 est ici. F de a plus b sur 2. Ça correspond à ce point de la courbe. D'accord? C'est son image. Et où se trouve f de a plus f de b sur 2? C'est la moyenne de f de a et de f de b. Autrement dit, ça se trouve à peu près ici. F de a plus f de b sur 2. Oui? Mais ce point-là, là, ce nombre-là, on voit bien qu'il est plus grand que f de a plus b sur 2 dans mon dessin. Ok? Pourquoi? Parce que, regardez, en fait, ça vient du fait que ici, quand on a une fonction convexe, vous vous rappelez, la courbe, elle doit être en dessous de la séquente. Or, la séquente, si on calculait, on pourrait calculer son équation de cette droite, d'accord? Mais on pourrait aussi se dire que, si vous, en faisant un petit Thalès, que le point, ce point-là, là, qui se trouve ici, donc qui se trouve au milieu de mon segment, de ma corde, là, c'est celui qui a pour ordonnée f de a plus f de b sur 2. Et comme il est au milieu, ben, il est à la verticale de celui-là, puisque
bah, c'est un peu comme un petit théorème de Thalès. Hein. Vous avez vu que le point qui était au milieu ici, comme ici on a avec ces parallèles ici, bah, il se trouve aussi à la verticale de ce point-là. Et donc, donc ici, on a bien le point de la corde qui va être au-dessus du point de la fonction. Et ça marche que si la fonction est convexe. Donc, si votre fonction est convexe, ce nombre-là, c'est-à-dire l'image du centre de l'intervalle A sur AB, il sera toujours plus petit, cette image, que finalement l'ordonnée de ce point-là, c'est-à-dire la moyenne des extrémités. Ça marche si la fonction est convexe, ça ne marche pas si elle est concave. Et ça ne marche pas si elle change de concavité entre A et B. Bon, on peut le démontrer, mais ce n'est pas l'objectif. Enfin, en tout cas, on n'a vraiment pas le temps, donc on va l'admettre. C'est ce qu'on appelle une inégalité de convexité, ça. Et évidemment, si la fonction est concave, on a exactement le contraire, c'est-à-dire que f de a plus b sur 2 sera supérieur à f de a plus f de b sur 2. Donc voilà des petites inégalités liées à la convexité ou à la concavité. Je ne fais pas d'autres petits schémas. Oui, vas-y Sadia. Sur le truc en bleu là, il est au milieu le point ? Ouais. Ce point-là, tu vois, on part de f de a plus f de b sur 2, mais on aurait pu partir du milieu. Le milieu ici, il est le milieu de cette corde-là. Son ordonnée se trouve au milieu. Son ordonnée se trouve au milieu parce qu'on sait, rappelle-toi d'après le théorème de Thalès, ici dans ce triangle, on sait que ça, c'est la moitié de ça. Et donc, évidemment, son ordonnée, c'est la moitié, enfin, c'est pas la moitié, c'est le milieu entre f de a et f de b. D'accord ? C'est pour ça. Donc là, il y a une petite configuration de Thalès qui permettrait de le démontrer, mais je ne veux pas y passer du temps. Mais donc, ce point-là est bien au milieu de la corde, et donc il est bien à la même verticale que a plus b sur 2. Et donc, on compare, on voit bien que, puisque la corde, elle est, rappelez-vous, elle est au-dessus de la courbe, ou la courbe est en dessous de la corde quand la fonction est convexe, c'est pour ça que ce point-là, il est au-dessus de ce point-là, et c'est pour ça que f de a plus f de b sur 2 est bien plus grand que f de a plus b sur 2. Voilà. Et si vous faites le dessin dans l'autre sens, si vous faites avec la concavité, et bien dans ce cas-là, vous allez voir le contraire. Alors rapidement, hein, vous allez voir ça. On fait une fonction concave. On va comparer, évidemment, ici toujours pareil, on est entre a, b. Vous voyez bien que si je pars de a plus b sur 2 ici, ce point-là, et cette fois en dessous de celui-là. Celui-là, c'est f de a plus b sur 2. Et celui-là, c'est f de a plus f de b sur 2. Donc cette fois, on a le contraire. D'accord ? Bon, c'est bien de le voir. Peu de chances qu'on vous demande de l'apprendre par cœur ou de l'appliquer. Dans les conséquences, on peut l'appliquer par exemple à n'importe quelle fonction convexe. C'est ça qui est intéressant. Et donc en particulier la fonction exponentielle qui est notre modèle de fonction convexe, avec la fonction x carré. Si on se rappelle de cette formule-là et on sait qu'elle est vraie pour toute fonction convexe, ça nous permet d'avoir une inégalité sur les exponentielles. Par exemple, que l'exponentielle de x plus y sur 2, c'est toujours plus petit que l'exponentielle de x plus exponentielle de y sur 2. Alors, elles servent à quoi ces inégalités ? Par exemple, quand est-ce qu'on s'est pas mal servi des inégalités avec les fonctions ? Quand on veut faire des limites, quand on veut démontrer justement des limites par comparaison. Si, imaginez que cette fonction-là, je ne sache pas calculer, alors là, c'est pour tout x, y appartenant à R2, mais ce qu'on est capable d'appliquer, si on a une fonction dont on n'est pas capable de déterminer la limite, mais on utilise l'inégalité de convexité, et qu'on sait que ça, par exemple, n'importe quoi, ça tendait vers moins l'infini, si ça, c'est plus petit qu'un truc qui tend vers moins l'infini, ça tend aussi vers moins l'infini. D'accord ? Donc des inégalités, ça peut servir à plein de choses, en particulier pour les limites. La fonction cube, aussi, elle est convexe, mais elle n'est pas convexe partout. Elle est convexe sur les positifs uniquement. Regardez la fonction cube, sa représentation graphique. Elle est comme ça, elle est concave sur les négatifs, puis convexe sur les positifs, avec un point d'inflexion à l'origine. Et donc, puisqu'elle est convexe sur les positifs, je peux utiliser l'inégalité de convexité sur les positifs, sur R+. Et donc, je sais que x plus y sur 2 au cube,
c'est toujours plus petit que x au cube plus y au cube sur 2. D'accord? Et vous voyez que, ah ben ça fait penser à des entières marquables, a plus b au cube. Bon, c'est maintenant avec le binôme de Newton, on sait le développer, mais des fois c'est un peu compliqué de manipuler des trucs comme ça. Ben, on sait simplifier, alors c'est pas une égalité, hein, c'est inférieur ou égal, mais des fois l'inégalité est suffisante pour résoudre pas mal de problèmes. Ça va? On va faire peut-être un petit exercice quand même d'application de ça. Il n'y avait pas grand-chose dans votre bouquin, donc voilà, c'est pas grave. C'est pas, pour moi, c'est pas l'essentiel justement de ce chapitre, donc je vais pas y passer beaucoup de temps. J'avais prévu donc c'est page 244 que j'ai mis mon livre. Page 244, numéro, on pourrait regarder le 84 par exemple, 84, 85, 86, 244. Je ne sais pas si je vais le projeter, je vais peut-être le projeter, mais on va voir suivant l'énoncé. On pourrait faire le 85 par exemple. On va faire le 85. Je ne vais pas le projeter. Je vais vous donner l'énoncé, c'est pas compliqué. D'accord? Comme première application. Ok. Alors, je change ça. Il faut que je pense à changer à chaque fois. Vous m'arrêtez s'il y a des choses pas claires, il faut absolument que vous soyez il faut vous poser plein de questions. Il ne faut pas vous dire je comprends et c'est suffisant, j'ai pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous n'en posez pas suffisamment. Il faut toujours creuser plus quand on vous raconte des choses. Dis-moi. Je sais plus si on a dit, mais une fonction du coup constante, c'est pas convexe. Ah, c'est intéressant. Très bien. Une fonction constante. Pardon, pas constante. Tu voulais me dire pas une constante. Enfin, tu voulais me dire une constante, c'est comme ça. Ok, une fonction constante, mais ce serait pareil. Pour une fonction affine. On peut se poser la question de la convexité d'une fonction affine. Une fonction constante étant un cas particulier de fonction affine. D'accord? Donc si on arrive à régler le problème pour les fonctions affines, sur la convexité, on pourra se poser, on saura répondre pour les fonctions constantes. Alors, c'est une bonne question ça. Convexe, concave, elle est comment cette courbe? Il faut vous fier à votre cours et en particulier à vos définitions ou à vos théorèmes. Quand est-ce qu'une fonction pour nous est convexe? Oui. Quand la dérivée seconde est positive. Bref, quand la fonction est dérivable, on peut se servir de ça, et c'est ça qu'on va utiliser à chaque fois. Quand la dérivée seconde est positive, calculons la dérivée seconde. Bon, calculons la dérivée première. F' de x. Ça vaut f seconde de x. 0. Est-ce que 0 est positif? Ah bon, 0 n'est pas positif? Bah si, 0 c'est supérieur ou égal à 0. Être positif, ça veut dire être supérieur ou égal à 0. Donc, c'est bien positif 0. Hein. C'est bien supérieur ou égal à 0. Donc, c'est convexe. Donc, f est convexe. Ah, mais c'est aussi inférieur ou égal à 0. Ah, ben donc f est aussi concave. Donc, f est à la fois convexe et concave. Donc, n'importe quelle fonction affine est à la fois convexe et concave, exactement comme 0 est à la fois positif et négatif. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça. Alors, on est d'accord que là, qu'est-ce qu'on peut dire de la direction des tangentes? C'est toujours les mêmes. Ça s'accélère pas. Si vous voulez, ça c'est croissant, mais c'est une croissance qui n'accélère pas et qui ne décélère pas non plus. D'accord? C'est une croissance qui est constante. Contrairement aux fonctions, on pourrait dire strictement convexes, et aux fonctions strictement concaves. Celle-là, elle est à la fois convexe et concave, et donc elle a une courbure, qui est justement pas courbe, qui est droite, mais on va dire que les directions sont toujours les mêmes, alors que là, les directions sont de plus en plus importantes. Là, les coefficients directeurs sont de moins en moins importants. D'accord? Bon. Ok, donc, on a résolu le problème des fonctions affines. Elles sont à la fois convexes et concaves. C'est un espèce de cas particulier.
Maintenant, exercice 85. Alors, dans l'exercice 85, page 244. 44. Alors, on vous dit f est une fonction, je remets l'énoncé pour éviter d'avoir le vidéoprojecteur allumé. Donc, on a f de x qui vaut 1 sur x et qui est défini sur, on le définit seulement sur 0 plus l'infini. Ok, c'est sa courbe représentative et on vous demande de démontrer, petit a, démontrer que pour tout x appartenant à R plus étoile, ah, vous avez vu, ils ont mis R plus étoile, bon, moi je l'écris plutôt comme ça, hein. R plus étoile, et pas le plus en dessous, mais il y a des notations, des fois, où on peut mettre le plus en dessous. Bon. 4 sur x plus 5, qui est inférieur à 1 sur x plus 1 sur 5. Voilà l'inégalité qu'on vous demande de démontrer. Alors, évidemment, il n'y a pas qu'une méthode pour démontrer cette inégalité. On pourrait très bien démontrer cette inégalité en résolvant cette inéquation. Puisque cette inégalité, on peut la voir comme une inéquation. Et il faudrait montrer que tous les réels strictement positifs sont solutions de cette inéquation. Peut-être qu'il y en a d'autres des solutions. Mais il faudrait au moins montrer que parmi les solutions, il y a tous les réels strictement positifs. Ça serait pour une méthode algébrique. Mais là, évidemment, c'est pas ça qui est sous-entendu. Qu'est-ce qui est sous-entendu? Qu'on va utiliser sûrement la convexité de la fonction. Ou la concavité. Alors, 1 sur x, convexe ou concave? Sur les positifs. Vous devez être capable de le voir graphiquement, en connaissant la courbe, et être capable de le redémontrer, si on n'en est pas sûr. Oui, Marie? Sur 0 plus infini, il est convexe. Tu proposes convexe sur 0 plus l'infini, tu le vois plutôt graphiquement ou algébriquement? Par le calcul ou graphiquement? Graphiquement. Donc graphiquement, on vérifie la courbe de la fonction inverse, tout le monde doit savoir que c'est ça la courbe. Ok. Et donc on regarde sur les positifs. Sur les positifs, elle est décroissante, mais regardez, elle est bien toujours au-dessus de chacune de ces séquentes. D'accord? Et donc elle est bien convexe. Elle est bien convexe sur les positifs. Maintenant, si je veux le redémontrer, si on considère que ce n'est pas un résultat simple, et ben on se dit f' de x, donc f elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, f' de x est égal à moins 1 sur x carré, f c'est encore dérivable, une deuxième fois, f seconde de x, moins 2x, ça c'est du 1 sur u, moins 1, enfin c'est 1 sur v, donc c'est moins v' sur v carré, donc sur x puissance 4. Moins, ça fait plus, il nous reste 2x sur x puissance 4, c'est-à-dire 2 sur x puissance 3. D'accord? Quand on redérive. Attention, dès qu'on redérive une deuxième fois, souvent c'est un petit peu plus compliqué. Et qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Quel est son signe? Et donc, quel est son signe? Sur 0 plus l'infini, on est d'accord que 2 sur x au cube, c'est bien strictement positif. Et donc, la fonction f est convexe sur les positifs. Attention, tout ce qu'on a raconté, c'est que sur les positifs, mais puisqu'on veut démontrer une inégalité sur les positifs, il n'y a pas besoin de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Elle est concave, hein, d'accord? Regardez, la courbe est toujours au-dessous de n'importe quelle tangente. Donc elle serait bien concave sur l'autre intervalle. Ok. Ah, donc elle est concave sur moins l'infini 0, elle est convexe sur 0 plus l'infini. Est-ce qu'elle a un point d'inflexion? Non, elle n'a pas de point d'inflexion parce que elle passe de concave à convexe, mais elle ne s'annule pas. N'oubliez pas, pour avoir un point d'inflexion, il faut s'annuler en changeant de signe. Là, elle ne s'annule pas, elle a une valeur interdite en 0, donc il n'y a pas de point d'inflexion.
Il y a un saut, d'accord? On est là, on fait, ok, allez, concave, 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 et puis là, de toute façon, on saute, on ne passe pas de concave à convexe, comme ça, en passant par un point. Bien. Ok, donc maintenant, comment on démontre ça? En utilisant l'inégalité de convexité. Maintenant qu'on sait qu'elle est convexe, on peut utiliser l'inégalité de convexité. Alors, comment l'utiliser? Je peux la réécrire quand même, notre inégalité de convexité. On sait que pour n'importe quelle valeur de A et B, f de A plus B sur 2, c'est toujours inférieur à f de A plus f de B sur 2. Et en français, tiens, j'aimerais bien, c'est important ça. Comment on pourrait décrire ça? F de A plus B sur 2 en français, on pourrait dire que c'est l'image de la moyenne de A et de B, qui est inférieure à la moyenne des images. Là, regardez, ça veut dire l'image de la moyenne est inférieure à la moyenne des images. C'est important des fois de comprendre, enfin d'écrire en français ce que raconte la formule, parce que d'abord c'est facile à retenir. L'image de la moyenne inférieure à la moyenne des images, c'est pas si dur, et après être capable de le retraduire. Eh bien, je vous écoute. Allez-y, faites-le. Essayez de me démontrer cette inégalité grâce à l'inégalité de convexité. Allez, on cherche, on a un petit bouillon. On sait que c'est valable pour n'importe quelle valeur A et B. Donc à vous de choisir avec quelle valeur quelle valeur vous voulez utiliser. Les seules contraintes qu'on a sur A et B, c'est qu'elles doivent être dans l'intervalle, c'est-à-dire dans 0 plus l'infini. Il faut tester des valeurs, il faut observer l'inégalité et se dire ok, A ça doit être ça, B ça doit être ça. Et puis on teste et on voit si ça a l'air de marcher ou pas. Partez pas de l'inégalité. Non, partez pas. Il faut partir de ça, parce que ça, vous savez que c'est vrai. Et votre objectif, c'est de montrer ça. Ça, c'est votre résultat. Mais évidemment, ça, comme vous avez le droit de remplacer A et B par n'importe quelle valeur, il faut en observant ça se dire ok, je vais choisir ça pour A et ça pour B. Est-ce qu'on peut prendre On voit bien que là, il y a un intérêt parce qu'il y en a encore un qui traîne quand même dans les... Mais je reprends quand même la remarque d'Amélie parce que on voit bien que dans cette inégalité, il y a encore du petit x qui traîne. S'il y a du petit x qui traîne, il faut bien qu'il y ait au moins soit A, soit B qui ait du petit x. Soit c'est petit x, soit c'est autre chose. Mais, parce qu'il faut qu'il y ait du petit x. Et puis on voit qu'il y a du 5 qui traîne. Donc sûrement que moi je dirais que A égale x, B égale 5, on ne devrait pas être mal. Ou inversement. D'accord. On veut tomber sur une inégalité où il y a encore du petit x. Donc il faut pas que vous lui donniez une valeur à x. C'est à A et à B que vous donnez des valeurs. Allez, là, je vous ai tout dit maintenant.
En écrivant l'inégalité, ça devrait aller très vite. Ok. Mais après, on ne parle pas de n'importe quelle fonction. Hein. Tu penses ça de ta fonction? On parle de quelle fonction? Ouais, tu l'aimes. C'est elle ta fonction. Donc, il faut l'utiliser. Et puis après, c'est voilà, c'est presque, hein. Ah, non, là tu l'as mal appliqué. C'est quoi la fonction? Oui, ça ne veut pas dire qu'elle multiplie par chose. Elle s'appelle la fonction x. Hein? Bah oui. C'est la fonction. Donc la fonction 1 sur x, je transforme en y, transforme en inverse. Et ouais, c'était la nouvelle. La fonction. Non, c'est pas tout ça sûr, c'est une inverse. C'est ça la fonction inverse. Elle transforme en y, transforme en inverse. Alors attends, tu aurais dû partir d'inégalité parce que ce que tu l'as écrit ok, ça je suis d'accord, mais écris l'inégalité et puisque tu parles de l'inégalité qui est f de a plus b sur 2, etc. pour trouver O. Et là tu n'as fait que la partie de droite. Donc le fond de la partie gauche. Ça c'est bien. Voilà. Alors pourquoi tu as fini? Ça fait une tâche de 6 comme ça. Regarde, il est plus simple à voir. L'idée c'est quand même de démontrer une unité qui est à gauche. D'accord? C'est plutôt simple. C'est plus intéressant. C'est bon, ça marche? Alors, mais la normale de l'étape, ça serait juste, mais il y a une chose qui remplace tout ça. Sauf que attends, je ne comprends pas pourquoi là t'as inversé. C'est remplacé. C'est bon? Ah, voilà. T'as fini? T'as fini? Hein? Ah mince, t'as pas fini. J'ai cru que t'avais fini parce que t'es arrivé à un... Non, mais parce que toi, je te dis, pars pas de ça. Pars de cette égalité. Utilise ta fonction f. Applique-le entre a égale x et b égale ça. Et après, ici, tu fais ça. C'est que toi, tu essaies de reconstruire ça à partir de ton inégalité. Je pense qu'il faut que tu fasses le contraire. Il faut que tu partes de la convexité, te permet d'écrire ça. Tu choisis la bonne valeur de a et de b, et on essaie d'arriver à ça. Ouais, mais tu es presque, hein, mais sauf que tu t'y es un peu perdu. Enfin non, tu t'es pas perdu. Ça, bah, ça tu sais quoi faire. Là, mais bon, tu peux continuer. Mais ce que tu es en train de faire là, à mon avis, va pas t'aider. C'est pas grave. Ouais. Allez, pour l'instant, il y a une personne qui l'a réussi. Moi, je vois un peu plus. Parfait, c'est ça. Très bien. Ça y est. Ok.
En fait, l'inverse divisé par une fraction, c'est revenir divisé par son inverse. Et tu peux aussi utiliser, ça c'est l'inverse dans ce niveau-là. Comme ça, c'est l'inverse du numérateur. Inverser, c'est. Il y a deux manières de voir les choses. Donc, quand même, normalement, rappelle-toi que l'inverse de A sur B, enfin, divisé par A sur B, c'est la même chose que divisé par B sur A. Comme ça, allez, il y en a trois là que vous pouvez. Ok. Ok, c'est bon. Allez, on va le corriger. Là, il y en a pas mal qu'on trouvait. Vous allez voir, ça se fait en 3 lignes. Hein. Donc, si on rédige, on dit f est convexe, on vient de le démontrer. Hein. F est convexe sur 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, et je ne dis pas pour tout, et je sais que l'autre valeur ce sera 5. D'après l'inégalité de convexité, je sais que f de x plus 5 sur 2 va être inférieur à f de x plus f de 5 sur 2. Il n'y a même pas d'ordre entre a et b. Hein. Vous pouvez prendre a plus grand que b, b plus grand que a, peu importe. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur. Là, on a choisi a égale x, b égale 5. Et on peut le faire pour tout a et b. Ok, la fonction f maintenant, on se dit, c'est la fonction inverse. Donc on fait, oui Justine. Pourquoi c'est valeur. Bah parce que, quand même, on parle de la fonction inverse. Donc ce 1 sur x, là, dans l'inégalité qu'on a trouvée, c'est f de x. Ce 1 sur 5, c'est f de 5. Donc tu vois bien que dans cette inégalité, s'il y a du f de x et de f de 5, tu vois bien qu'on a aussi du f de a et du f de b, sûrement qu'on va choisir avec a égale x et b égale 5, c'est ce qui doit y faire penser. Mais si tu prends égal 1, tu ne vas pas démontrer quelque chose qui est vrai pour tout x. Tu vas démontrer que c'est vrai pour x égale pour juste 1. Si c'est ça, c'est ce que tu veux démontrer pour tout x. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes ton inconnu, enfin ta variable petit x. D'accord? Sinon, tu l'auras démontré que pour la valeur x égale 1 et avec 5. Hein, donc nous, on veut pour tout x. Donc, c'est la fonction inverse, la fonction f, donc ça veut dire on inverse. Ça, c'est l'inverse de x plus 5 sur 2, qui va être inférieur à l'inverse de x, plus l'inverse de 5 sur 2. Mais inverser une fraction, ça veut dire que c'est le numérateur qui vient le dénominateur et le dénominateur qui vient le numérateur. Ou autrement dit, diviser par x plus 5 sur 2, c'est comme multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 2 sur x plus 5, et donc, évidemment, ça donne 2 sur x plus 5, l'inverse. Hein, vous inversez votre numérateur et votre dénominateur. Et ici, je vais rien faire. Alors c'est là, tu vois, je te disais, Amélie, garde ça, je ne peux pas le faire, parce que là, on y est presque, regardez, on a ça et on veut obtenir ça. On a notre 1 sur x plus 1 sur 5, il n'y a plus qu'à se débarrasser de se diviser par 2 en multipliant par 2 chacun des membres. On multiplie par 2, ça nous fait évidemment 4 sur x plus 5, qui donc est inférieur à 1 sur x, plus 1 sur 5. Ok, donc c'est bien la convexité qui nous a permis de démontrer que cette inégalité était vraie pour tout x strictement positif. L'exercice n'est pas fini. On nous demandait petit b, déterminer une équation de la tangente c au point d'abscisse 2 et en déduire que pour tout nombre réel x, 1 sur x est toujours plus grand que moins x sur 4 plus 1. Donc vous voyez qu'on n'a pas fini, on a une autre inégalité à démontrer, mais cette fois on nous demande de faire quelque chose d'autre. On nous demande de déterminer une équation de la tangente AC au point d'abscisse 2. Donc, tangente AC au point d'abscisse 2, moi j'aime bien l'écrire T indice 2, c'est l'abscisse, d'accord? La tangente au point d'abscisse 2. Donc, je reprends, c'était petit b, la question. Alors, il faut donner l'équation de la tangente. Allez, qui me donne l'équation de la tangente à connaître par cœur? On n'attend pas la veille du contrôle pour l'apprendre. C'est l'équation de tangente, il faut la connaître. Depuis l'année dernière. Qui me la donne? Mathis, à toi. Non, une équation de tangente
Et oui, mais c'est tellement une erreur classique de commencer de mettre, mais il y en a même qui mettent ça. Non, ça c'est le nom de la tangente. Le deux points veut dire A pour équation, et après on écrit l'équation. Et donc c'est Y égale F' de 2. Voilà. Ok, donc ça c'est bien, il faut évidemment connaître la formule, ne pas confondre. N'oubliez pas que le nombre dérivé, c'est bien, il va bien se trouver là. Pour ceux qui ont du mal à savoir si le prime, on le met là ou ici, n'oubliez pas que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc c'est ce qui va être multiplié à x. Hein, c'est lui le coefficient directeur de la tangente qui dit la pente, etc. Donc, f' de 2. Ok, donc on a besoin de f' de x. F' de x, je l'ai effacé, c'était moins 1 sur x carré. Donc ça nous fait y égale moins 1 sur 2 au carré, donc moins 1 quart, facteur de x moins 2, f de 2, 1 demi. On développe, on réduit, on voudrait l'équation réduite. Ça, c'est pas tout à fait l'équation réduite de la tangente. Une équation réduite, c'est y égale à x plus b. Donc, si elle est non verticale. Donc c'est y égale moins 1 quart de x plus 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire plus 1. Je suis d'accord avec toi. Voilà l'équation réduite de T. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit démontrer, alors prouver. Il y a une autre inégalité à démontrer. Je vais l'écrire ici. Je peux effacer à droite? C'est bon? Ok. Donc l'autre inégalité à prouver, je ne sais pas si on... Bon, bref. Donc l'eau. En fait, il voit ça, on ne voit pas bien. C'est limite. Je ne sais pas comment le changer. Alors, excusez-moi. Toujours le. Ok, alors bon, c'est pas grave. Donc, l'autre équation, l'autre inégalité à démontrer, c'est démontrer que pour tout x strictement positif, il faut démontrer que 1 sur x est toujours supérieur à moins x sur 4 plus 1. Ça va être super difficile. Ça se fait en une ligne. Pourquoi est-ce que, quel que soit x strictement positif, 1 sur x est bien strictement plus grand que moins x sur 4 plus 1? C'est pas de résoudre algébriquement. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. La courbe est convexe, donc la dérivée va être en dessous de la courbe. La fonction f est convexe, et donc on sait que la tangente, enfin la courbe est toujours au-dessus de sa tangente. Et donc si la courbe CF est au-dessus de sa tangente, là vous avez l'expression de la fonction f, et là vous avez l'expression qu'on vient de démontrer de la tangente. Et donc, il suffit de dire ça, f est convexe sur 0 plus l'infini, donc CF est au-dessus de T2, et donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, ou à R plus étoile, 1 sur x est bien supérieur à moins x sur 4 plus 1. Moins 1. C'est l'expression de la tangente. Une ligne, parce que bon, vous comprenez là, on n'a fait aucun calcul. On a déjà tout démontré. On repasse à la partie cours. Il y avait un exemple dans la partie cours que je voudrais qu'on traite.
Donc cet exemple-là, ça parle de la... C'est une inégalité qu'on connaît bien, qu'on se sert assez souvent sur la fonction exponentielle. Ah tiens, je crois que je vous l'avais écrit, je ne vous l'ai pas écrit. Donc hop, on va la rajouter là. Pardon, je dis partie, vous êtes partie. Quand je dis on revient à partie court, ces exercices-là peuvent rester dans la partie court. Hein. Je ne sais pas si vous les avez mis dans la partie exercice ou partie court. Ça fait partie des exercices un peu d'application même. Donc c'est pas une obligation, mais donc je reviens là, excusez-moi. Je vais vous l'écrire puisque je ne vous l'ai pas encore écrit. Ok. Donc, ce qu'on veut démontrer, donc vous marquez, je sais pas, exemple. Et on va démontrer que pour tout x appartenant à R, exponentielle x est bien supérieur toujours à x plus 1. Et ça, on l'a déjà démontré, cette inégalité. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'on a démontré cette inégalité? Qu'exponentielle x, oui. C'est quand on faisait les récurrences. Non. Alors, tu as raison que si on revient au tout début, on a démontré ça pour des cas particuliers. Quand on avait, avec des exponentielles, on l'a démontré par récurrence. Mais c'était pas avec du petit x, hein, c'était avec du petit n. C'était quand on était sur les suites. Mais on a redémontré ça à un autre moment dans le dernier chapitre. Sur les limites, dans le dernier chapitre des fonctions. C'est quand on voulait démontrer que la limite d'exponentielle x, c'était, en plus l'infini, c'était plus l'infini. Pour démontrer que ça tendait vers plus l'infini, on montrait d'abord que c'était minoré par x plus 1. Et le fait que ce soit minoré par x plus 1, comme x plus 1 tend vers, en plus l'infini tend vers plus l'infini, par comparaison, exponentielle x tendait vers plus l'infini. Ça va? Est-ce que vous vous rappelez comment on l'avait démontré, ça? Méthode importante, alors je vais... Vraiment importante à... Je ne sais plus si c'est quand vous étiez là ou pas, ou bref. Mais je vous avais dit, ça c'est une méthode qui est importante à connaître. On avait posé une fonction pour démontrer cette inégalité. On avait posé f de x égale exponentielle de x moins x moins 1. Et pourquoi? Parce qu'on voulait démontrer finalement parce que ça c'est équivalent à, vous n'écrivez pas, hein, exponentielle moins x moins 1 positif. Donc pour démontrer cette inégalité, on pouvait démontrer que ça c'était toujours positif, et donc poser cette fonction-là, et essayer de démontrer que cette fonction était toujours positive. Mais comment on s'y était pris pour démontrer qu'elle était toujours positive? Vous vous souvenez? Non. Oui? On avait fait sa dérivée pour en faire quoi? Pour étudier ces variations. On avait fait son tableau de variation en passant par la dérivée, etc. Et on avait trouvé ça, décroissante, croissante, et que en 0, ça faisait 0. Ce qui fait que le fait qu'elle soit décroissante jusqu'à 0 puis croissante, ça prouvait bien qu'elle était toujours positive, et donc l'inégalité des démontrée. Donc c'était, je vous avais dit, c'est un exemple intéressant parce que on s'intéresse au signe d'une fonction, mais on n'est pas capable d'étudier par une inéquation le signe d'une fonction, donc on va étudier ses variations, et là ça marchait bien, les variations permettaient, parce que le minimum était 0, permettaient d'en déduire le signe. Ok? Et bien on va redémontrer autrement cette même inégalité sans passer par ça. On va utiliser cette fois la convexité. Comment? Ben, x plus 1, c'est pas n'importe quoi. Y égale x plus 1, c'est en fait l'équation d'une tangente à la courbe qui représente la fonction exponentielle. Je vous le montre, on va le redémontrer. Voilà la courbe de la fonction exponentielle. Et si je regarde la tangente en 0, son équation, c'est justement y égale x plus 1. Et alors pourquoi on peut arriver à cette inégalité? Pourquoi l'inégalité est vraie?
Pourquoi est-ce que l'exponentielle de x est toujours supérieur à x plus 1, Emery? Parce que la fonction exponentielle, elle est convexe. C'est hyper facile de démontrer qu'elle est convexe. On dérive 2 fois, on tombe sur l'exponentielle, strictement positive, la fonction est convexe. On sait qu'elle est convexe, cette fonction-là, et donc la courbe est obligatoirement au-dessus de toutes les tangentes, et en particulier au-dessus de cette tangente-là. Et donc l'exponentielle de x est plus grand que x plus 1. C'est beaucoup plus rapide à démontrer avec la convexité que de le redémontrer en étudiant le signe d'une fonction, enfin le tableau de variation, etc. Vous comprenez? Donc, allons-y, on va le prouver ça. On ne va pas reprouver que l'exponentielle de x est convexe, hein, ça fait partie des choses maintenant qu'on sait. Donc, je vais faire l'équation de la tangente en 0 de la fonction exponentielle. Donc je vais poser, je vais poser f de x égale exponentielle de x et faire l'équation de la tangente en 0. L'équation de la tangente en 0, c'est y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Toujours la même formule. Ça nous fait f' de 0, puisque la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, ça nous donne donc exponentielle de 0 fois x plus f de 0, exponentielle de 0. Mais comme exponentielle de 0, c'est égal à 1, ça fait y égale 1 fois x plus 1. Et donc ce y, ce x plus 1, c'est en fait l'expression d'une partie de l'équation de la tangente, l'équation réduite de la tangente en 0 de la courbe de la fonction exponentielle. Et c'est là où on dit, or, la fonction exponentielle est convexe sur R. Le sur R est important parce que nous, ce qu'on veut démontrer, que c'est cette inégalité, elle est vraie sur R. Et donc, la courbe de la fonction exponentielle, que je peux écrire C indice exp, comme ça, est au-dessus de chacune de ces tangentes. Entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. Et si elle est au-dessus de chacune de ces tangentes, entièrement au-dessus, directement, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est supérieure à n'importe quelle de ces tangentes, en particulier à t0, c'est-à-dire que exponentielle de x est plus grand que x plus 1. Ok, vous comprenez un petit peu comment on raisonne, comment il faut raisonner grâce à cette convexité. On peut redémontrer des inégalités qui étaient des fois plus difficiles à démontrer. Donc, pour l'instant, vous avez on va dire qu'il y a deux méthodes à retenir. C'est bon? Il y a deux méthodes à retenir. Soit on utilise les inégalités de convexité avec f de a plus b sur 2 inférieur à f de a plus f de b sur 2. L'image de la moyenne est inférieure à la moyenne d'image. Soit on montre des inégalités en montrant qu'en fait, on a qu'un des membres de l'inégalité, c'est l'expression d'une tangente. Et donc, la convexité nous permet de savoir que la courbe est au-dessus de ces tangentes, et donc on obtient une inégalité très rapidement. Ça va, les deux méthodes? On les retient, ça peut... Voilà, c'est un bon moyen de démontrer des inégalités qui est différent de résoudre des inéquations classiques, parce que dès qu'on a de l'exponentielle et dès qu'on aura du logarithme et des choses comme ça, des fonctions qui ne sont pas algébriques, qui sont plus complexes que ça, c'est pas facile de démontrer des inégalités. Donc on aime bien avoir des outils différents. Ok, oui. Dis-moi. Eh ben non, là je te donne, c'est-à-dire que je te donne ça, alors dans un exercice, tu dirais, est-ce que ça va être guidé? Oh, sûrement. Bon, il y a peu de chances, mais je vous rappelle que vous êtes la première année, hein. On n'a pas vu de sujet encore. Donc les sujets d'épreuve, est-ce que c'est une question qu'on peut donner de but en blanc, démontrer l'inégalité sans guider les élèves? Je pense pas. D'accord? Et au pire des cas, ça ne reste qu'une petite question d'un problème qui n'est pas bloquante. Puisque démontrer quelque chose, vous avez le résultat. Si après, dans la suite de l'exercice, vous devez vous servir de l'inégalité,
Même si vous n'avez pas réussi, c'est pas bloquant. Donc c'est des questions qu'on peut vous demander en disant ils ne vont pas avoir 0 sur 5 à l'exercice, parce que c'est pas une question bloquante. Ok, donc l'objectif des sujets, c'est pas que vous soyez complètement bloqué à la moindre difficulté. Mais j'en sais rien, on n'a pas vu beaucoup de... On ne sait pas encore si ça fait partie de votre programme. Démontrer des inégalités avec la convexité, c'est dans votre programme, sans qu'on sache exactement à quel point. Bon, pour l'instant, on va se dire que on pourrait guider, quoi, au moins poser la fonction. D'accord, ça pourrait aider. Ou de demander, par exemple, sur un exercice comme ça, de donner l'équation de la tangente. Parce que si tu arrives à... le fait que tu trouves cette équation de tangente, c'est ça qui doit te mettre la puce à l'oreille que, tiens, on a ce x plus 1 là, c'est l'expression de ma tangente, et donc si je connais la convexité, je sais si ma fonction est convexe, elle est au-dessus de ces tangentes, etc. Donc ça va t'aider à trouver la méthode. Ok ? Allez, on va passer là maintenant à une autre capacité, donc capacité 4. Alors, capacité 4, regardez, c'est un autre savoir-faire, ça s'appelle esquisser l'allure de la courbe représentative d'une fonction f à partir de la donnée de tableau de variation de f prime ou de f seconde. Donc là, c'est être capable de tracer l'allure de la courbe juste à partir d'informations qu'on aurait sur les tableaux de variation. Alors, tableau de variation de f, ok, mais on voit bien que si vous avez le tableau de variation de f, c'est bien. Si vous avez ça, mais ça ne va pas être suffisant parce qu'on sait que il peut se passer des choses comme ça, ou il peut se passer des choses comme ça. En étant croissant, décroissant, ce n'est pas les mêmes allures. Donc souvent, on a besoin de coupler plusieurs informations. Peut-être des informations sur la fonction, des informations sur la dérivée, des informations sur la dérivée seconde. Plus vous aurez d'informations, plus vous arriverez à avoir une courbe qui a une allure intéressante et proche de ce qu'elle doit être. Alors, on va faire, là, il n'y a pas de cours, c'est que des exercices. Donc, commençons par page 233. Il nous reste deux capacités, capacité 4 et 5, et ce sera que des exercices. Donc, voilà, vous avez par exemple le 12, on peut commencer par... le 12, je vais peut-être quand même l'afficher, ce serait mieux. Commencez à le chercher là rapidement au brouillon là, vous pouvez... Alors, le 12, page 233. Donc, ils sont très importants, ces exercices, pour vérifier que vous avez une bonne compréhension des liens qui existent entre f, f', f seconde. D'accord ? Donc là, voilà, c'est ça, la compétence, c'est être capable de tracer l'allure d'une courbe qui obéit à ces contraintes. Donc on a une fonction f dérivable sur 2, 6. On a un tableau de variation. Attention, tableau de variation de la dérivée. On ne tombe pas dans les pièges. Tableau de variation de la dérivée. On sait que f de 2 égale 5, f de 3 égale 4. On a des valeurs des images. Et tracer une courbe susceptible de représenter f. Il n'y en a pas qu'une. En fait, quand on ne vous donne pas beaucoup d'informations, vous ne pouvez pas non plus avoir tous la même courbe. Mais peut-être que là, il y a suffisamment d'informations dans ce tableau de variation de f' quand même pour que nos courbes, elles se ressemblent un peu toutes.
Allez, il faut essayer. Là, je vous laisse le chercher. Et je vous ai pas donné un exo à faire pour aujourd'hui. Il fallait finir quoi? Ah oui, on n'avait pas terminé celui-là. Ce serait quand même qu'on le termine. Mais faites d'abord ça, on verra après. Comme ce qu'on a parlé là du bac blanc, j'avais pas enregistré encore, j'avais pas lancé l'enregistrement. J'enverrai sûrement un mail cet après-midi pour donner un peu redonner toutes les informations. Alors je ne vais pas vous donner toute l'organisation parce que je pense qu'elle n'est pas encore finalisée, savoir quand est-ce qu'ils sont assez bientôt. Mais voilà, je donnerai un peu plus d'informations que ce que je voulais également. C'est quand même le tableau, à mon avis, le tableau de variation, celui de F', qui donne le plus d'informations et le plus complet. Je vais mettre une échelle qui n'est pas bonne entre 0 et 2, mais c'est pas grave, hein. D'accord? Normalement, l'axe il est un peu loin à gauche, peu importe. C'est pour avoir une courbe sur l'intervalle de 6 qui soit. On visualise quand même un peu l'axe désordonné, quoi. Allez, vous faites la courbe la plus juste possible. Et si de chaque information doit pouvoir vous aider à affiner un peu. On peut faire une allure grossière au départ, et après on l'affine avec des informations qu'on n'a pas utilisées au départ, tout de suite. Allez, montre-moi ça. C'est bien. Ça, c'était ta convention,
D'accord. Non, ça va pas du tout. Là, tu es en train de retracer la courbe de f'. C'est-à-dire que là, ça ressemble. Ah, mais pardon, tu fais exprès? Ah oui, d'accord. Bon, c'est pour l'avoir sous les yeux, moi je préfère voir le tableau de variation, hein. Mais pourquoi pas? Oui, c'est celle-là en fait, la courbe. Ok, d'accord, ça va mieux. Maintenant, il faut que tu précises un peu. Oui. Voilà, tout est défini, regarde, on utilise la fonction, il faut les définir direct sur le. Il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite. Alors, c'est bien, mais maintenant, ça c'est pas mal, mais il manque des informations qui n'apparaissent pas sur ta. Bon, elle est juste ta courbe, il ne va pas être très précis. Ça, ouais, ça et ça. Là, tu peux être plus précis que ça. C'est-à-dire, parce que le choix que tu as fait de courbure, c'est la fine, parce que tu as des informations qui t'aident à le faire. Mais au niveau de la forme, c'est bien. Pareil, au niveau de la forme, c'est bien, mais au niveau de la précision, ce qui se passe ici, là, le précision, il faut le faire apparaître sur ta courbe. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que c'est F? Moi je suis d'accord avec la forme, elle est bien. Tu passes un peu plus harmonie, parce que là, il y a. D'accord, on vous dit. Maintenant, il faut que tu lui harmonises ça. Tu réfléchisses maintenant à la courbe. Et là, le fait que tu as fait, là, tu as fait le point de premier. C'est-à-dire, et puis ici, pour avoir les balances. Très bien, c'est bien. Finalement, il y aura des informations. Vous avez du courbe, parce que c'est comme ça. D'accord? Il faut passer à cette étape-là. Alors, il faut que les points. Allez, on peut voir les points, ok, vous aident aussi, mais. Ok, bon, je suis d'accord avec la forme, mais je veux des précisions sur ce qui se passe en ce point-là, en ce point-là et en ce point-là. Oui, mais tu dois pouvoir affiner comment est la courbure au voisinage de ces points-là grâce aux informations. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'on nous fait ? Ok. Bon, je suis d'accord avec ça, hein, ces informations, elles sont justes. Mais maintenant, tu as tes points. Maintenant, tu as deux choses à penser. Tu dois faire des variations et tu dois penser à la convexité, concavité. Tu as écrit la convexité. Il te manque les variations, les croissants, tout ça. Il faut aussi que tu le saches pour savoir si tu vas dessiner les courbes qui descendent ou qui montent. Puisqu'on peut être convexe en étant en croissant ou en étant décroissant. On peut vraiment se prendre la tête et c'est une petite gymnastique intellectuelle pour arriver à jongler entre ces informations de dérivées, de dérives secondes, de fonctions. Là, il y en a qui ont bien tout capté et puis d'autres, c'est un peu plus dur, mais ça va revenir. Vous avez déjà fait ça en première avec le lien entre la dérivée et la fonction. On vous donnez la dérivée et vous essayez de tracer la fonction ou inversement. Là, il y a en plus l'idée de courbure. On rajoute par rapport à l'année dernière, c'est qu'on rajoute la convexité. Donc on sait si ça va être croissant comme ça ou si ça va être croissant comme ça. Allez, on le fait, on corrige là. Pas rester bloqué pour robot. Première chose, et vous l'avez tous fait, on va placer nos points qu'on nous donne. Donc, l'image de 2, c'est 5. Donc, on a 5, 4, 5 et 7. D'accord. Donc, l'image de 2 et 5, je vais le mettre ici. Voilà un point. C'est pareil, ça va être faux par rapport à mon axe des abscisses, mais c'est pas très grave. L'image de 3, donc on a 2, 3, 4, 5 et 6 à peu près. Donc l'image de 3, c'est 4.
Donc ici, je vais mettre mon 4, je vais le mettre là. Donc on ne se fie pas à l'axe des abscisses, hein, j'aurais dû le mettre beaucoup plus bas. L'image de 4, c'est égal à 5, de nouveau. Et l'image de 6, c'est égal à 7. Donc, près par là. Ok. Maintenant, on va regarder les variations. Les variations par intervalle. Pour les variations, essayez de pas juste écouter. D'accord? Vous l'avez maintenant cherché, on écoute, après ça se fait en 2 secondes. On réfléchit aux variations, c'est-à-dire on réfléchit au signe de la dérivée. On voit que là, la dérivée négative sur l'intervalle de 3, on sait que la fonction sera décroissante sur l'intervalle de 3. Donc, ok, là, ça va descendre. Ce qui est logique pour passer de ce point à ce point-là. Hein, ça ne va pas monter puis descendre, ou descendre puis remonter. Ça va faire que descendre pour aller ici. Ensuite, la dérivée positive. La dérivée positive. Donc après, entre 3 et 6, ça va ne faire que croître pour passer, en passant par ces points. Donc là, c'est les variations. Maintenant, on va réfléchir, avant de tracer un truc qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, on réfléchit à la convexité par intervalle. Sur l'intervalle de 3, on sait que c'est le signe de la dérivée seconde ou les variations de la dérivée. On a la dérivée. Regardons les variations. Sur l'intervalle de 3, la dérivée est croissante. Quand la dérivée est croissante, c'est que la fonction est convexe. Donc sur cet intervalle, on sait que la fonction f est décroissante convexe. Décroissante convexe, il faut que vous pensiez à x carré. Ça, quand elle est décroissante convexe, c'est un truc qui est comme ça. Elle est décroissante, mais on va dire une décroissance qui diminue. Moins en moins vite. D'accord? Comme x carré, hein, sur les négatifs. Donc, ok, on sait déjà que ça va être une courbure comme ça. La question, c'est ce que je disais d'affiner. Je pourrais tracer là tout de suite. Mais voyez bien que je peux faire ça. Je peux faire ça. Enfin, et je peux faire un truc presque droit, mais pas tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir l'information pour nous aider à savoir quelle courbe convexe décroissante il va falloir choisir? Justine? Eh bien oui, c'est les tangentes qui vont nous aider. Les tangentes, elles aident si vous voulez, à affiner un petit peu la courbure. Et les tangentes, c'est leur coefficient directeur. La tangente, on sait qu'on va faire la tangente en ce point-là. On sait qu'elle passe par ce point, il ne nous manque que son coefficient directeur. Or, le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Moins 1, ça veut dire qu'ici, j'ai une petite tangente de coefficient directeur moins 1. Donc, quand j'avance de 1, je descends de 1. En gros, ouais, en ce point, elle est comme ça. D'accord? C'est une petite tangente en moins 1. Bon, elle va pas être super bien, mais ça veut dire qu'elle est relativement plate ici. Hein. Bon, c'est pas super juste, hein, mon dessin est complètement faux, mais je vais peut-être un peu tricher. Je vais faire une tangente, vous la faites mieux que moi. Hein. Je vais faire une tangente comme ça, et là, ça m'aide à faire, hop, la courbure comme ça. Vous voyez, je ne suis pas descendu ici trop bas là. Parce que j'ai un coefficient directeur qui vaut moins 1. Ensuite, je peux poser la question, comment on arrive là, sur le point ici, là? Ben, pareil, ce serait bien d'avoir la tangente en ce point-là. Et donc avoir son coefficient directeur. Il vaut combien le coefficient directeur au point d'abscisse 3? Quentin? Comment est la tangente en ce point-là? On regarde son coefficient directeur, vas-y. Non, regarde son coefficient directeur en 3. Quelle est la valeur du coefficient directeur de la tangente en 3? C'est le nombre dérivé, hein, le coefficient directeur de la tangente. Le nombre dérivé se lit dans le tableau des dérivés. 0. Et si c'est lui-là? Celui-là, c'est f' de 3. C'est le nombre dérivé en 3. Autrement dit, il y a une tangente qui est horizontale. Ah, ben j'ai une petite tangente horizontale. Je vais peut-être changer de couleur là pour faire. Là, il y a un petit rond rouge. Là, il y a donc là, elle était là, ma première tangente. Et là, regardez, j'ai une autre tangente qui va être comme ça. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je sais que ma courbe, elle va faire ça. Hop. Et puis, de ce côté, pareil. Hein, la tangente, elle est comme ça. Donc après, on peut se reposer la question. Ensuite, entre 3 et 4,
ça devient la dérivée positive, la fonction est croissante, mais comme la dérivée croît aussi, elle est toujours croissante, ça veut dire qu'on est toujours dans une fonction convexe. Convexe en étant croissant, c'est comme exponentielle, comme x carré sur les positifs. Et donc, on sait que ça va être un truc comme ça. Et on a la tangente. Voilà. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe en 4 avant d'arriver au point là? Alors, en 4, qu'est-ce qu'on a? On a une dérivée qui passe de croissant à décroissant. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va obtenir en ce point-là? Un point d'inflexion, puisqu'on va passer d'une fonction convexe à une fonction concave. Il y a un point d'inflexion, très bien, donc là je passe de convexe et je sais que ça va être concave ici, puisque ça va continuer à être croissant. Mais, est-ce que je peux préciser, est-ce que je peux m'aider pour savoir comment j'arrive sur ce point-là? Oui, avec la tangente. Quel est le quotient directeur, Gabin? En ce point de la tangente? C'est 2, c'est lui, S' de 4. Et donc là, vous pouvez tracer, donc on a une pente qui est plus importante que celle-là. D'accord? Donc je vais faire une pente plus importante que celle-là, comme ça. Et vous arrivez donc, hop, ici. Et on sait que puisque c'est un point d'inflexion, ben, on repart comme ça. Et on repart comme ça en étant toujours tangente. Hein. Ça veut dire proche. Ça veut dire qu'elles sont quasiment très proches. Quand on est proche du point, les deux sont quasiment confondus. Et on va arriver en 6. Comment est-ce qu'on arrive en 6? Donc on sait qu'elle est concave, croissante, donc parfait, on a le bon mouvement là. Et en 6, on a un nombre dérivé qui vaut 0. Donc on a une tangente qui est horizontale, comme ça. Et donc, c'est... Voilà, on arrive comme ça. Et rien d'incroyable cette courbe. Hein. Et là, pour le coup, on a suffisamment d'informations pour quasiment tous faire la même. Hein. Là, c'est tracer une courbe susceptible de représenter f, mais en traçant les points et les tangentes, en ayant les mêmes points et les mêmes tangentes, on a tous la même. Ça va, vous comprenez un petit peu ce qui est en jeu, et hein, c'est bien le fait de voir si vous comprenez bien le lien entre tout ça, les fonctions, leurs dérivées, les dérivées secondes, la convexité, la croissance. Et donc, si on doit garder en mémoire la méthode, on place les points qu'on connaît, on place toutes les petites tangentes qu'on connaît, grâce au nombre dérivé, et après, on réfléchit convexité, concavité, croissance, décroissance. Ça va? C'est un bon exercice, là. C'est un truc que j'aimerais bien vous demander. Pas nécessairement la semaine prochaine, mais on ne sait jamais. Je trouve que c'est un exercice qui est intéressant. La capacité à partir d'informations comme ça, à tracer la bonne courbe. D'accord? Mais il ne faut pas y passer une demi-heure. On va peut-être... ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'exercice qu'on avait laissé en plan, là, histoire qu'on se dise qu'on l'a quand même terminé. Et vous me ferez pour demain le numéro 13. Là, c'était le 12. D'accord? Vous me ferez le 13. C'est un peu le même genre, sauf que la différence, c'est qu'au lieu de vous donner ça, ben, on vous le fait trouver. C'est-à-dire, on vous fait calculer la dérivée seconde, étudier la convexité et la croissance, et puis après, vous n'avez plus qu'à tracer une allure de courbe. On triche pas. Quand je dis on triche pas, ça veut dire, autant cet exercice, la calculatrice, ça ne vous sert à rien, autant l'exercice 13, puisqu'on vous donne la fonction, on peut très bien la tracer sur sa calculatrice, et puis ça y est, on voit ce que c'est. Donc, essayez de jouer le jeu, c'est-à-dire de faire votre étude, et de réfléchir pour vous entraîner, hein, pour la tracer sans regarder. Si vous voulez regarder après, une fois que vous l'avez fait, vous regardez ce que vous avez trouvé à votre calculatrice, si c'est la même chose, pas de problème. Mais essayez au moment où vous cherchez, de ne pas regarder sur votre calculatrice. Alors, c'était quel exercice là qui était à faire? Dites-moi. 72, 240. 240. Ok, 72 page 240. 243. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire dans cet exercice? Se souviennent.
Donc on nous demande, alors on en était où d'abord? Dernière question. Dernière question? Dernière. Ah oui, il fallait redémontrer tout ce qu'on avait conjecturé. Oui. D'accord, c'était ça à faire. Donc en fait c'est la dernière question, mais en fait c'est quand même la question qui demande le plus de travail, parce que ça restait que des conjectures. C'était que le petit C. Et là on avait fait tout? On avait refait sens de variation et équation, c'est ça? Ouais, très bien, il restait la convexité. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Pour étudier la convexité. Donc je remets f de x, c'était... Ah non, f' de x, c'était x carré. Est-ce qu'on avait calculé f seconde? Oui, non, peut-être pas. Donc, elle est dérivable comme... Tiens, elle est dérivable, cette fonction f' là. On pourrait dire comme puissance d'une fonction polynôme du second degré, donc qui est dérivable sur R. Donc, puissance entière, puissance positive d'une fonction dérivable sur R, et donc dérivable sur R. Donc f seconde de x, c'est bien à toi. Tu nous dis ce que tu as trouvé? F seconde de x, Enfin, tu nous dis. 2 fois 2x plus 1 fois x au carré plus x moins 2. Ok, ça, je suis d'accord, c'est la dérivée seconde. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour étudier la convexité de la fonction? Qu'est-ce qu'on fait après avec cette dérivée seconde? Oui. On étudie son signe. D'accord? Donc, pour étudier, qu'est-ce que vous avez fait pour étudier ce signe? On est sur l'intervalle de moins de 1. Oui, Amélie? On fait le signe pour 2 fois 2x plus 1 et ensuite pour x carré plus x moins 2. Oui, on va étudier le signe de chacun des facteurs, faire un tableau de signes, et puis voilà. Ça, c'est une étude de signes classique. C'est quelque chose qu'on peut faire en première. Il n'y a pas en plus de fonctions compliquées. Il faut étudier. On n'a même pas nécessairement besoin de développer. Hein. On peut faire le signe de 2, le signe de 2x plus 1, le signe de 2x carré plus x moins 2. D'accord? Donc, commençons. Je peux faire mon tableau déjà. On peut le préparer, puis on verra s'il y a des choses à rajouter. Donc, ici, je vais faire le signe. Bon, de 2, on est d'accord qu'il ne sert pas à grand chose, hein, mais x, si vous l'avez développé avec le premier facteur, ça marche aussi. Et puis f seconde de x. Voilà. Ok, donc on est sur l'intervalle uniquement moins de 1. Donc ne vous placez pas sur moins l'infini plus l'infini, puisqu'on nous a dit qu'on n'était que sur cet intervalle. 2, ce sera toujours positif, donc il n'y a rien à faire. 2x plus 1 dépend de... Qu'est-ce qu'on fait? On regarde quand est-ce que 2x plus 1 s'annule. Donc on peut le résoudre avant. 2x plus 1 égale 0. C'est équivalent à 2x, c'est égal à moins 1, qui est équivalent à x égale moins 1 demi. Mais on ne place pas encore la valeur moins 1 demi, on attend de voir où seront les autres valeurs qui annulent l'autre facteur. Qu'est-ce qu'on fait pour x carré plus x moins 2? On obtient une équation du second degré. Donc, alors il y a une racine évidente, mais on n'a pas trop vu, on n'en a pas trop retravaillé. Quand il y a une racine évidente, c'est peut-être très rapide sans faire le delta. Mais peu importe. Vous la voyez la racine évidente? Vous ne la voyez pas, mais en fait, ici, quand la somme des coefficients est égale à 0, ça veut dire que 1 est toujours une racine. Or, ici, quand on fait 1 plus 1 moins 2, c'est égal à 0, ça veut dire que 1, c'est ce qu'on appelle une racine évidente. On peut trouver tout de suite. Et dès qu'on en connaît une racine, c'est très facile de calculer la deuxième. Bon, on ne va pas retravailler sur ça, vous avez dû faire le delta et on n'a pas vraiment le temps. Donc l'important c'est que vous ayez votre méthode qui marche tout le temps et que vous l'appliquiez. Cette année on essaye d'être un peu moins dans la subtilité. Donc b carré moins 4ac, avec a égale 1, b égale 1, c égale moins 2, ça nous fait 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, ce qui nous donne 9. Ça tombe bien, c'est un carré parfait. Et donc, x1 égale moins b moins racine de delta, ça veut dire moins 1 moins racine de 9 sur 2, ça va faire moins 2. Et x2, c'est égal à moins 1 plus racine de 9 sur 2, c'est égal à 1.
1 et moins 2 sont nos racines. Ok, alors en plus on est sur l'intervalle moins 2, 1. Autrement dit, elles sont déjà à la place de nos racines. Donc maintenant qu'on a trouvé nos racines, les valeurs qui annulent, on va placer le moins 1 demi qui est là. Il est important, on va tirer un trait. Et en fait, voilà, on n'a pas d'autre chose à placer. 2 est toujours positif, strictement. 2x plus 1, c'est une fonction qui s'annule donc en moins 1 demi. Et les signes, qu'est-ce qu'on met? Moins, plus, d'accord? Puisque le coefficient de x est positif. La droite, elle monte, on est dans les négatifs à gauche et positifs à droite. X carré plus x moins 2, fonction peu second degré, c'est représenté par une parabole qui est convexe, concave? Convexe. Pourquoi? Parce que le coefficient de x carré est positif, donc elle est comme ça, tournée vers le haut, convexe maintenant on peut dire. Et donc, puisqu'elle est convexe, c'est positif, négatif entre les racines, positif. Or mes racines étant ici, ben, là on est tous les deux entre les racines, d'accord? Donc c'est du négatif. On applique la règle des signes, donc là c'est positif, là c'est négatif. Ok, voilà. Et qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Bon, on pourrait rajouter, pour la fonction f, qu'est-ce qu'elle est? Elle est convexe sur l'intervalle moins 2, moins 1 demi, concave sur l'intervalle moins 1 demi 1. Et puis évidemment, qu'est-ce qu'elle a en moins 1 demi? Un point d'inflexion. Ici, il y a un point d'inflexion. D'accord, je ne le rédige pas, je ne mets pas de phrase, voilà, c'est... Et on a bien, c'est bien exactement ce qu'on avait conjecturé, hein. Donc c'est ce qu'on voit sur la courbe, d'abord convexe, puis concave. Et que ça change bien au point d'abscisse moins 1 demi. Jacqueline, qu'est-ce que tu vois pas? F seconde? C'est là? Convexe, concave, un point d'inflexion. Ok. Bon, voilà pour ce 72. Bon, il va rester 5 minutes, on va peut-être s'arrêter là. Donc on écrit le travail à faire. Donc ça c'est pour demain. Vous me faites l'exercice 13. Donc pour le jeudi. Marquez quand même, ramenez les papiers là, d'accord? Donc les documents, c'est confirmation bac. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, confirmation bac et exercice 13, page 233.